Michael était quelqu'un d'unique, donc forcément tous les moments de grâce où effectivement j'ai pu évoluer, que ce soit dans le graphisme, l'illustration, la photo, etc., c'était des moments uniques. À l'occasion de la sortie dans les salles du très attendu biopic sur Michael Jackson, voici pour Entre vous et moi le témoignage exclusif d'un homme qui a noué avec le roi de la pop une relation artistique méconnue et pourtant fondamentale dans la carrière de la star. Christophe Boulmé ouvre l'histoire d'un fan devenu l'un des photographes préférés de Michael Jackson. Ce cliché époustouflant qui a fait le tour du monde, c'est lui. Et la photo d'après, lui dans les airs comme un parfait, la perspective, pour moi, visuellement parfaite. Christophe Boulmé a gagné la confiance de Michael Jackson par son talent et son humilité. Le graphiste et photographe du seul magazine français de fans de Michael à l'époque, Black and White, a réalisé plus de 4000 photos de l'icône de la pop. Chaque cliché dévoile un Michael Jackson entre puissance et fragilité. Et ça va me construire aussi également quand je vais faire ça, quand je vais faire le sphinx, quand je vais le faire torse-poil, etc. C'est le culot. Voilà, c'est de dire maintenant, il n'y a pas de raison, ne demande pas la permission, fais-le. Tous les jours de ma vie, je me dis, c'est quand même les photos qu'on fait le tour du monde. Donc. Avec Christophe Boulmé et l'expertise de mon collaborateur et producteur d'Entre vous et moi, Franck Gerbert, voici le récit de la vie de Michael Jackson, inédit, intime et qui n'occulte rien des succès aux périodes les plus sombres de sa vie. Magique, la bestialité de Michael, la puissance, tout est là et ça se joue en une demi-seconde. Quand on a eu un météore comme ça, comment on fait pour en survivre, quoi? On n'aura pas deux Michael Jackson comme ça. Bonjour tout le monde, c'est une joie de vous recevoir sur Entre vous et moi. Alors, vous avez remarqué, vous nous connaissez, on a changé de lieu pour une émission spéciale, vous allez le découvrir dans un instant. Mais avant cela, je voulais vous remercier du fond du cœur pour tous vos messages, pour vos abonnements, toujours aussi nombreux. Vous savez, c'est gratuit parce que c'est pour vous, c'est pour transmettre justement des moments hors du temps, des moments entre parenthèses où on parle avec le cœur et où on vous permet de ressentir les choses pour vous permettre de penser. Et ensemble, on fait la communauté d'Entre vous et moi. C'est important que vous nous laissiez vos messages, c'est important que vous nous laissiez vos likes et vos abonnements évidemment. Et tout de suite, nous sommes, j'allais dire, dans la caverne d'Ali Baba, dans l'antre d'une personne qui a connu, touché, partagé des moments intenses avec le roi de la pop, avec Michael Jackson. Nous sommes ici pour rendre hommage et mettre en lumière un homme de l'ombre qui a si bien su mettre en lumière Michael Jackson. Christophe Boulmé nous fait le bonheur de nous accueillir chez lui avec tous ces documents, ces trésors que vous allez découvrir au fur et à mesure de l'interview. Christophe Boulmé, c'était un jeune garçon à l'époque qui était fan absolu de Michael Jackson, comme nombre d'entre vous certainement, mais qui a, sans le vouloir, sans l'imaginer, sans batailler pour ça, c'était les choses s'alignaient, il est devenu l'un des meilleurs photographes de Michael Jackson. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le King of the Pop qui le dit lui-même. Et vous allez le voir, de très nombreux clichés que vous connaissez, que vous adorez, eh bien, ont été faits de la main de Christophe Boulmé. Bonjour Christophe. Bonjour. Une joie de t'accueillir ici puisqu'on a décidé de se dire tu. C'est moi qui vous remercie de vous être déplacé pour venir dans ma caverne d'Ali Baba, comme tu as dit. Ouais. En un mot, je sais que c'est difficile puisqu'on va passer toute cette émission à en parler. Un mot qui te vient pour définir Michael Jackson. Un mot. Tourbillon. Tourbillon de vie. Tourbillon parce que voilà, tourbillon de vie, tourbillon d'émotions, tourbillon de talent, tourbillon de plein de choses. Et d'amour aussi, je crois. Ah oui, absolument. Ouais. Oui, parce que je pense que j'aurais pas été, et je vais même inclure tout le monde, c'est-à-dire que le magazine n'aurait pas été aussi loin si on n'avait pas eu affaire à lui, quoi. Un magazine dont on va vous parler, magazine qui est le seul magazine
qui puisse parler comme ça en France de Michael Jackson, qui a été créé grâce aussi à Christophe Boulmé. Une émission spéciale aussi, puisque vous l'avez vu, je ne suis pas seule à la présentation de cette émission, et j'avais à cœur de vous présenter l'homme de l'ombre d'entre vous et moi. J'en parle tout le temps. Vous l'avez vu en photo plus d'une fois. Il s'agit de Franck Gerbert, qui est mon collaborateur. J'aime à dire mais mon second cerveau, parce qu'il pense à tout. Il est le producteur de l'émission. Et si nous en sommes là aujourd'hui avec 70 millions de vues, eh bien c'est aussi grâce à lui, grâce à toi. Bonjour. Bonjour Dominique, merci. Merci pour cette intro, c'est adorable. Et bonjour Christophe, ravi Bonjour. de te rencontrer. Un mythe pour moi, puisque je suis aussi donc fan de Michael depuis très très tôt, puisque moi j'ai commencé en 83, et en 83 ça a mal commencé parce que c'était l'époque de Thriller, et puis il y a mes parents qui disent « Ah tiens, regardez, on peut regarder le clip de Thriller, ça vient d'arriver », et puis on dit à l'enfant « Toi tu vas sortir de la pièce parce qu'il paraît que ça fait peur ». Bon, qu'est-ce qu'il faut pas dire à un enfant, je regarde comme ça, et pendant 10 ans, du coup de 4 à mes 10 ans, j'étais terrorifié par Michael, c'était mon plus gros cauchemar. Ah ouais. Et puis du jour au lendemain, Bad est arrivé, on arrive en 88, et là j'ai un switch incroyable, et puis ça devient l'histoire de ma vie, mais littéralement, parce que Michael nous accompagne tous les uns les autres, c'est parfois un grand frère, un père, quelqu'un qui est là, comme il le dit si bien, dans les doutes, dans les joies, dans les peines, et puis moi il a été aussi important parce qu'il m'a permis une rencontre en 95, grâce au magazine, je ne sais pas si on reviendra dessus, mais en 96, ouais peut-être en 96, on part à Amsterdam grâce à Christophe et ses 2 acolytes. Ils organisent un petit convoi pour aller à Amsterdam voir le concert, et puis là je fais la rencontre d'une personne, et on se retrouvera 25 ans plus tard pour vivre une très jolie histoire. Voilà. Ben ouais, quand je vous dis que chez Michael, dans l'univers de Michael, il y a de l'amour, et ben voilà, il crée des histoires aussi qui sont importantes dans les vies de Et chacun. elles sont nombreuses. Oui. Exactement, on reviendra sur ça, je pense. Et puis c'est important parce que, comme vous le voyez, non seulement Franck est fan, mais c'est aussi, à mes yeux, l'un des plus pointus experts sur Michael. Et voilà, il sera mon soutien. Et il viendra aussi corroborer, j'imagine, ce que toi tu dis, Christophe, et apporter aussi son regard. Donc voilà, c'est important. Je vous l'ai dit, on est ici chez Christophe. On est avec les créations de Christophe, et je voudrais vous montrer ce magnifique livre que vous voyez à l'écran, tout simplement Michael, avec tes plus beaux clichés, Christophe. Des morceaux choisis, oui. Ouais. Photographier, alors évidemment c'est une question un peu générale que je te pose là, hein. On va pas déflorer le reste, mais photographier Michael, c'était vraiment différent de toutes les autres stars que tu as pu photographier. Mais Michael était quelqu'un d'unique, donc forcément tous les moments de grâce où effectivement j'ai pu évoluer, que ce soit dans le graphisme, l'illustration, la photo, etc., c'était des moments uniques, forcément. Alors, des moments uniques que tu as vécu avec Michael Jackson, si je te demande, je t'avais un peu prévenu, donc je ne sais pas du tout ce que sera cette surprise, mais en tous les cas, je t'avais demandé de nous préparer un objet qui pour toi représente tellement cette relation, cette rencontre que vous avez eue tous les deux. Je vous en ai préparé plein, hein, d'ailleurs. Ouais. Mais effectivement, je crois que la chose qui me tient le plus à cœur, c'est donc ce coffret, particulièrement parce qu'il est signé de sa main. Oh là là. Alors, il n'est pas nominatif, il n'y a pas mon prénom, mais il s'est produit au Georges V, où j'étais assis à côté de lui, où j'osais rien faire, que j'étais totalement paralysé, où Bob Jones, son manager de l'époque, a dit, bon, que ceux qui ont des choses à faire signer, les fassent signer. Et Michael m'avait pris le coffret des mains, avait commencé à écrire en capitale « Merci », et a fait le reste en me regardant droit dans les yeux. C'est un moment, je pense que je peux le garder près de moi, c'est précieux parce que c'est très vivant dans ma mémoire. Il y avait quoi dans ce regard? De la taquinerie un peu. Ouais. Oui. De la taquinerie parce que je pense que c'est quelqu'un qui devait signer des milliers d'objets. Et je pense que ce moment était un petit peu... Alors déjà, il faut remettre ça dans le contexte, hein, c'est-à-dire qu'on était en séance diplomatique au Georges V, dans sa suite particulière. On devait enregistrer le message pour la soirée que moi et mes collègues Laurent et Julien on organisait au Grand Rex.
Michael avait promis de venir, mais il n'a pas pu, il ne pouvait pas, il devait repartir aux États-Unis, donc il a décidé d'enregistrer un message spécifiquement pour nous et pour les fans, je veux dire, pour la soirée. Et à ce moment-là, donc effectivement, on s'est retrouvés tous les 3, tous les 4, tous les 5, si on compte Bob Jones, dans une pièce du Georges V. Moi, je me mettais à la fenêtre, il y avait la foule, à chaque fois que j'apparaissais à la fenêtre, tout le monde criait, donc ça le faisait hurler de rire. Parce que forcément, je prenais un recul de 3 mètres, j'étais pas habitué, moi j'étais pas habitué à cette vie-là. Donc voilà, il y a tout un engrenage qui fait qu'à un moment donné, quand je me suis posé à côté de lui, qu'il y avait une pile de black and white d'un côté, et puis il y avait mon coffret dans les bras, il y a eu un truc un petit peu infantile, un peu humoristique qui s'est produit entre nous. Mais moi, ce que j'en garde, c'est qu'on est habitué à le voir très timide. On est habitué toujours à un petit peu déviant, un petit peu... Là, j'ai eu droit à un regard soutenu comme si on voulait un peu mettre en valeur ce moment, pour moi. C'est très important parce que Christophe a un talent aussi gros que son humilité. Christophe, c'est quelqu'un qui ne se mettra jamais en avant, qui l'a d'ailleurs payé, on en parlera, et qui a attiré l'œil de Michael Jackson. C'est-à-dire que, vous allez le comprendre, les plus grandes photos qui ont été faites sur Michael Jackson et qui apparaissent dans les livrets et sur les pochettes, elles viennent de Christophe et c'est Michael qui les a souhaitées. Pas toutes, hein, Dieu merci, on était beaucoup à travailler pour lui, mais le gros avantage avec Michael, c'est que c'était un artiste qui avait compris très vite que j'avais des choses à dire et qui n'a pas fermé sa porte juste parce que vous êtes quelqu'un de lambda ou vous êtes un fan, bien au contraire. Ma plus grande fierté, c'est de me souvenir que je n'avais pas à faire 3000 projets pour que ça matche. Ça matchait. Ça matchait. Voilà. Et je pense que ce qui a fait la naissance de tout ça, et j'en suis persuadé, j'en reste encore persuadé aujourd'hui, c'est l'audace. C'est-à-dire d'avoir, à un moment donné, s'être autorisé à le montrer au monde entier sous la forme d'un pharaon. Et ça, je pense que ça lui a énormément plu. Absolument. Et évidemment, il n'y a jamais de hasard sur Entre vous et moi. Si on reçoit Christophe Boulmé aujourd'hui, c'est aussi parce qu'on est à quelques jours de la sortie d'un film qui va bouleverser les fans et également faire découvrir aussi à celles et ceux qui ne le connaissent pas qui était Michael Jackson. Et là, je me tourne vers Franck puisque j'aimerais que tu puisses nous dire en quoi ce biopic qui va sortir dans quelques jours est un monument pour retracer la vie de Michael Jackson. Déjà, si je ne me trompe pas, il est produit par les producteurs de Bohemian Rhapsody, donc on peut s'attendre à quelque chose... Queen. Voilà, Queen, Freddie Mercury évidemment, et du coup je pense qu'on va s'attendre à quelque chose d'assez pointu, très beau au niveau de la photo et de l'image, je pense qu'on pourra avoir quelque chose de beau. Et puis ce qui se laisse présager, c'est qu'il risque d'être même certainement en 2 parties, puisque dans ce qu'on comprend là, à quelques jours de la sortie, a priori, ça va jusqu'à peu près Bad, si je ne me trompe pas, Christophe. Oui, ça a l'air, enfin en tout cas, ça a l'air concentré effectivement sur la première partie de ça. Et du coup, voilà, je pense que inévitablement, tout ce que touche Michael Jackson est incontournable, inévitable et indétrônable. Donc là, quand Michael sort des albums, à l'époque, c'est des records qui sont inégalés et qui le resteront à tout jamais. Il ne pourra jamais y avoir un artiste aujourd'hui qui fera autant de ventes de disques. Et à chaque fois, y compris au triste 25 juin 2009, son décès, les records ont été établis, il a relancé l'industrie de la musique à cette époque-là, littéralement. Et donc on peut s'attendre à quelque chose, la bande-annonce a pété des scores d'audience incroyables, donc on peut s'attendre à quelque chose d'incroyable. Maintenant, comment va être racontée l'histoire, la fameuse, ça, rendez-vous le 18 avril. En tous les cas, l'histoire que l'on va vous raconter aujourd'hui avec Christophe, c'est Michael de l'intérieur, Michael intime, loin de ce que la presse a quelquefois montré de lui, avec ses excès, avec ses affaires, dont on vous parlera également. Mais c'est vraiment une rencontre de 2 âmes, de 2 êtres humains qui se sont rencontrés, trouvés et choisis. On va... On dirait presque une histoire d'amour. Exactement. On va, avant de plonger dans Michael, évidemment, vous dire qui il est
ce Christophe Boulmé, parce qu'il nous dit qu'il n'a pas forcément beaucoup de références en la matière. Ouais. Je peux vous dire qu'il n'a pas fait que Michael Jackson en photo, ce Christophe Boulmé, humble comme il est. Non, tu as été aussi, je pense, photographe de pas mal de stars. Il y a eu, alors tu me reprends si c'est pas tout à fait juste, Jamel Debbouze. Oui, et qui n'était pas une star au moment où j'ai un peu travaillé avec lui. Mais tu l'avais senti. Beaucoup. Après, c'est une affaire aussi de rencontres et de circonstances, parce que moi j'ai habité longtemps à Maurepas, pas très loin de Trappes, et que j'ai vu la naissance de toute cette culture de l'improvisation théâtrale, des black blamber. J'ai un peu fréquenté les frères Belma, et dont un qui est Jean-Philippe, qui a fini pour danser pendant très longtemps avec Sheila. Enfin, le monde est petit, on va dire, et effectivement, Jamel, je l'ai vu exploser, et puis je l'ai un peu épaulé au départ. J'ai fait ses premières photos, voilà, ou quand il avait besoin de communiquer, etc. Il y a également l'humoriste Issa Doumbia. Oui. Ouais. Alors c'est pareil, c'est le même processus, c'est-à-dire que Issa et d'autres, comme Alban Ivanov, c'est des gamins qui venaient chez moi faire quelques portraits, qui avaient besoin de matériel pour se lancer, pour se montrer, etc. Et j'en prenais à chaque fois la responsabilité, c'était un plaisir à chaque fois incroyable. Et Alban, je m'en souviens, il était bébé encore quand je l'ai eu. Qu'il est drôle, mais qu'il est drôle. Oui, non, puis c'est un cœur, c'est vraiment un cœur. C'est vrai. Je suis plus copain avec sa mère qu'avec lui, mais... qui est quand même un phénomène. Hein, Marie-Myriam aussi. Je t'embrasse, Catherine, en passant. Ben voilà. Marie-Myriam. Ah, Marie, voilà, c'est le genre de personne, on peut ne pas se parler, ne pas se voir pendant des mois. Quand on s'est au téléphone, c'est comme si on s'était vu la veille. Wow. C'est une pure... Et très honnêtement, c'est une voix incontournable, quoi. Et puis, tu viens d'en parler. Et puis, voilà. Ce livre, voilà. Sheila. Alors, c'est peut-être le moment où je vais faire un parallèle avec Michael, c'est-à-dire que ça fait partie de l'artiste qui a compris que j'avais peut-être des choses à dire sur elle, peut-être des choses qui se feraient peut-être naturellement, logiquement, et ça va faire plus de 20 ans qu'on travaille ensemble, et c'est flatteur, parce que c'est quand même une artiste incontournable et qui a mené sa carrière au point d'aller être numéro 1 aux États-Unis. Donc voilà, je suis très fier. Que tu as mise en lumière avec ces photos incroyables de ses tenues également. Oui, qu'on a fait la main dans la main, tous les deux, et j'en suis très fier parce que je trouve le livre assez réussi en plus. Assez réussi, voilà. En tous les cas, Sheila, qu'on espère un jour recevoir dans le fauteuil d'entre vous et moi. Sheila, qui compte beaucoup dans ton cœur, puisque si je ne me trompe, c'est elle qui t'a fait rencontrer l'amour de ta vie. Regardez. Le premier amour, c'est lui. Voilà. Race japonaise, c'est ça? Oui, un Shiba Inu. Comme sur ton t-shirt. Qui est voilà, exactement, on n'est pas fan pour rien. Voilà. Oui, la première fois qu'il a rencontré Sheila en studio, il est tombé fou amoureux d'elle. Il y avait une foule de gens dans le studio. Nadji ne voyait qu'elle. Et quand il l'a rencontrée et qu'il était devant mon appareil, moi j'existais plus, hein. J'étais derrière mon appareil photo, je les ai vus tous les deux chahuter. Je vous dis pas, c'est un moment qui m'est resté gravé dans ma mémoire assez... Alors je sais qu'elle a du feeling avec les chiens, je sais qu'elle aime les chiens, mais il n'y a pas que ça. Il y a vraiment eu un moment... Plus rien n'existait. Je les voyais interagir tous les deux, ils étaient naturellement en train de tomber amoureux, quoi, je veux dire. Ils validaient votre rencontre aussi, voilà. En fait, c'est ça. Donc, Sheila va se construire aussi un petit peu à travers mon chien. Après, il y aura Jouba qui je crois, celui qui l'a le plus aimé, qui l'a le plus rencontré, qu'elle a rencontré, il était bébé. La première rencontre s'est faite dans un café complètement par hasard où elle venait acheter ses journaux. Et Jouba avait une admiration et une passion pour elle. Quand on était chez elle, il était toujours sur le palier de la porte à monter la garde. Hein. C'était vraiment... Et puis Jouba est tombé malade, il est mort un peu trop tôt, et je pense qu'elle a senti un petit peu mon désarroi. Et effectivement, pour me remercier sur le livre Détenu, tout ça, elle m'a offert donc Tao. Et vous les voyez, ces boules de poils à l'écran. En tous les cas, on ne pouvait pas parler de Christophe
sans parler de ces amours-là. Voilà, donc c'est fait. Et moi qui suis folle amoureuse des animaux, je suis très heureuse. Et je suis impatiente de la rencontrer, surtout parce qu'on ne l'a pas encore vue. Alors avant de découvrir cette formidable ascension, cette rencontre incroyable, extraordinaire de Christophe Boulmé et de Michael Jackson, on va revenir sur ce jeune garçon, le jeune garçon que tu étais, au moment où tu as découvert l'existence de Michael Jackson. Parle-moi, je sais que tu es très pudique, mais parle-moi de ce que tu vivais à l'époque, parce que, évidemment, c'est très important de comprendre pourquoi tu as trouvé en Michael aussi une raison de vivre, de survivre et de continuer. Il était qui, ce jeune Christophe ? Et il remonte très très loin, il remonte tout bébé, très introverti, un petit peu bousculé, un petit peu souffre-douleur, et puis il s'est réfugié très vite dans son monde imaginaire, ses dessins, ses coloriages, des choses comme ça. Je peux avouer très honnêtement que j'ai vécu enfermé, je dirais, dans mes créations pendant très longtemps. J'étais un ado pas très sociable, il faut bien l'avouer. Je voulais être illustrateur à la base et je faisais beaucoup de petits magazines. Moi, je trouvais qu'on pouvait se permettre de ne pas être médiocre, même avec peu de moyens. Et ça a toujours été mon leitmotiv. Donc je me souviens, j'ai fait des fanzines pour le fan club des Martina Navratilova, des choses comme ça, des trucs photocopies, des trucs. Quand je suis rentré dans mon métier de la photocomposition, on était à une période où l'ordinateur domestique n'existait pas encore, et j'étais le manutentionnaire, c'est-à-dire que j'étais le gars qui faisait les choses crédibles, concrètes. Et j'ai voulu aller plus loin, et j'ai voulu créer d'autres choses. Et donc j'ai contacté des gens pour qu'on monte le magazine Platine sur la variété française. J'ai donc démarché Laurent et Julien qui tenaient le 3615 Stars, qui parlaient que de Michael Jackson, pour leur dire que j'avais envie de faire un fanzine sur Michael Jackson. Le premier fan club de Michael Jackson, hein, c'est ouais, ça que tu connaissais, toi, hein, ouais, c'est ça. C'est ça. À l'époque, c'était la référence. Et j'ai rencontré deux garçons qui, eux, de toute manière, étaient beaucoup plus ambitieux que moi. Ils voulaient faire un magazine. Et j'ai tout fait pour les convaincre que j'étais l'homme de la situation, parce que voilà, j'ai commencé à faire je leur ai montré mes dessins, mes fantaisies, etc. Et apparemment ça leur a plu, puisque l'aventure a commencé à ce moment-là. Mais pourquoi Michael ? Comment Michael est rentré dans ta vie ? Comment tu l'as découvert ? Dans la colonie de vacances, dans l'autobus, tous les gamins chantaient à tue-tête sur Billie Jean, et à un moment donné, je me souviens, il y a un gamin qui m'a dit: mais non, c'est pas une femme qui chante, c'est Michael Jackson. Et ils étaient tous hystériques. Et moi, j'étais ignorant et je me suis senti tellement bête que j'ai commencé à m'intéresser au personnage. Et là, ça a été les roller coasters. C'est-à-dire que j'ai découvert le Motown 25 où il fait pour la première fois son moonwalk. Et je me suis dit, mais c'est pas possible d'être passé à côté de ça. J'ai eu ça avec plein de choses, hein. J'ai même eu ça avec la Guerre des Étoiles, hein, parce que quand la Guerre des Étoiles, moi je l'ai vu qu'un an après que c'est devenu un succès mondial. Il fallait que ça mûrisse en fait. Et oui, c'est ça. Est-ce que tu te Et par revanche pour tout ça, je me suis dit, je sais pas, inconsciemment, peut-être, hein, je dis pas que je l'ai calculé, mais je voulais trouver ma place dans cette erreur. Je voulais trouver ma place dans cet accident de parcours, d'avoir ignoré des choses qui étaient pour moi devenu incontournable. Parce que tu ressentais quoi ? Essaie de revivre ça quand tu as entendu cette voix. T'as ressenti quoi en toi ? C'est compliqué parce que ça remonte loin mais le sentiment il est toujours là aujourd'hui. Hein. Je mets Stranger in Moscow, ça peut m'arriver de me mettre à pleurer. Hein. Voilà. Parce que, et ça je reviendrai peut-être dessus tout à l'heure, sur le tournage. Oui, parce qu'il ne le savait pas encore, là, le petit non, bonhomme, on en est loin. Hein. Oui. Oui, il était là pour le clip de Stranger in Moscow. Mais j'ai eu cette chance de vivre des moments qui ont sacralisé ce ressentiment, qui m'ont permis de me dire, ouais, bah, tu vois, t'as pas eu tort, quoi. T'as pas eu si tort que ça. Franck, fan aussi. Oui.
Est-ce que tu ressens en fait ce qu'explique Christophe, cette espèce d'émotion qui vient en l'écoutant quand toi aussi tu le découvres? Ce qui est intéressant dans ce que vient de dire Christophe et que je découvre en même temps que vous, c'est que ça part d'une erreur. Et là, quand Christophe découvre Michael Jackson, donc on est à l'époque de Thriller, et il faut savoir que quelques années avant, Michael fait l'album Off the Wall, et il est un peu déçu de tout ça, de ne pas être trop reconnu par ses pairs, pas assez en tout cas à son ambition, et du coup il décrète quelque chose, il dit le prochain album va casser tous les records. Donc on est sur l'album Thriller. L'album Thriller, c'est l'album qui va être le plus vendu au monde. 70 millions d'albums vendus à ce jour. Et c'est des morceaux qu'on connaît tous, Billie Jean, Beat It. Et puis d'un seul coup, il y a un clip qui arrive qui s'appelle le clip de Thriller. 14 minutes, c'est la première fois qu'on voit ça. On n'est plus sur un petit logo derrière un fond vert, non, on est sur des zombies, sur des loups-garous. Celui qui te fait faire des cauchemars. Celui qui me faisait peur, exactement. Et là, c'est une vraie révélation, et il ouvre la voie, et puis aussi à travers Billie Jean, c'est le premier artiste noir à être entré en diffusion sur MTV, et c'est pas rien. Et c'est là où le monde bascule, le monde de la musique bascule, et puis quelques mois plus tard, comme l'a dit Christophe, on est sur une cérémonie qui récompense, enfin pas qui récompense, mais qui rend hommage à tous les artistes de la Motown, et c'est là où Michael va faire son premier moonwalk. Ouais, avec une mise en scène, moi je me souviens très bien, c'était à la fois un petit peu théâtral et en même temps tellement fort. C'est-à-dire il arrive, il assume, il fait son medley avec ses frères, et à un moment donné, ça dit bon, ok, tout ça c'est bien, mais c'est mieux les nouvelles chansons. Et là, il explose. Littéralement. La salle est debout, le monde découvre sa dimension réelle, et là, il n'y a plus de limite. Autant je suis d'accord avec toi, Thriller a tout cassé. Thriller a mis la chape de plomb sur ce qu'il était déjà. Et il avait besoin, à mon avis, de ce tournant-là, parce que là, après Thriller, il est devenu quasiment intouchable et incontournable. Et pourtant, et c'est important pour nous de vous situer un petit peu cette vie avant de plonger justement dans cette rencontre. Thriller explose, mais lui va à nouveau disparaître après. Ça aussi, c'est très Michael Jackson. Et quand il revient, il est totalement différent. Look androgyne. Comment toi, tu le découvres? Alors, c'est énorme pour moi. Parce que ça, c'est effectivement la période où je deviens vraiment fan de Michael, c'est Billie Jean. On est d'accord. Mais entre Billie Jean et l'album Bad, il y a ma vie d'homme qui se construit, qui cherche du travail. Je travaille depuis longtemps dans la photocompo, et je me souviens très bien quand Bad est sorti, j'attendais à 7h du matin l'ouverture du disquaire pour avoir la première cassette, et j'avais un Walkman dans la poche. Alors la cassette, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, vous savez, on met un crayon et on remontait comme ça les bandes. Et ça revient à la mode. Et ça revient à la mode. Ça revient à la mode, comme le vinyle. Exactement. Et je me souviens, j'avais eu, à l'époque, alors c'est là où ça va expliquer un peu le cheminement après pour l'envie du magazine, parce qu'à l'époque, toutes les communications étaient assez hermétiques autour de lui. Toutes les photos étaient contrôlées, elles étaient peu nombreuses, elles étaient toutes léchées, on avait quelques indications. Moi, j'avais déjà vu apparaître quelques photos où il était en blouson noir, machin, et j'adorais ça, parce que je me suis dit... Au départ, je me disais, je vais être honnête avec vous, au départ, je me disais, mais il n'est pas du tout crédible en racaille. Énorme. Et après, avec le recul, mais j'adorais ça. Je me suis dit, allons-y, putain, laisse-toi emporter, laisse-toi emmener, etc. J'ai mis mes écouteurs. Je peux vous garantir qu'aux 3 notes sonores de l'intro de Bad, j'étais déjà hystérique. Pam, 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 hop, j'étais déjà hystérique. Et après, la rythmique et la voix. Et voilà. Mais lui est complètement différent. Et ça, tu le notes. Qu'est-ce que tu vois dans Alors, je le note, mais à un moment donné, c'est tellement féru d'entrain, c'est tellement féru de talent, c'est tellement féru qu'on s'en rend même plus compte. Mais il se passe quelque chose chez lui. Moi, à aucun moment donné, je me suis posé avec lui, il a défrisé ses cheveux. Non, vraiment, je me laisse glisser dans le monde. Ouais. À ce moment-là, moi, ce qui me rend hystérique, ce qui me rend vraiment fan, c'est que je vois quelqu'un qui se le permet, qui a le culot. Et ça va me construire aussi également
quand je vais faire ça, quand je vais faire le sphinx, quand je vais le faire torse-poil, etc., c'est le culot. Voilà. C'est de dire maintenant, il n'y a pas de raison, ne demande pas la permission, fais-le. Si lui le fait, c'est peut-être une autorisation aussi à ce que toi, tu puisses devenir Absolument. ce grand photographe. Si lui, sauf Martin Scorsese pour jouer ce qu'il a envie de jouer, même s'il y avait même besoin d'un petit peu plus de travail, au bout du compte, c'est ça qui le rend crédible. Toi, le parallèle que tu fais, Franck, ce qui est absolument, je trouve, intéressant et à la hauteur du bonhomme, c'est que tu vois en lui un Elvis Presley, un destin à la Presley. Effectivement, il y a une analogie entre Elvis et Michael sur cette dégénérescence physique qui a marqué les fans d'Elvis à l'époque, où Elvis est devenu très gros suite à des problèmes de santé, il en est hélas décédé. Et Michael, la période bad commence à montrer justement ces changements de peau. Alors on apprendra plus tard que c'est pas de la décoloration de peau, bien au contraire, on apprend en 93, donc on est un peu plus tard dans le temps, que c'est une maladie, c'est le vitiligo en fait. Ouais. Mais on voit aussi des pigmentations de la peau, ouais. Exactement, naturelles. Voilà. Ouais. Et que pour ça, Michael est obligé de se maquiller pour harmoniser sa peau. Et c'est vrai que comme Elvis, il est un peu parfois, il arrive en fin de vie à être presque défiguré de ce qu'il pouvait être au début, mais tout ça est dû à une histoire familiale, à malgré tout quelques opérations chirurgiques qu'on ne peut pas nier, ça c'est pas j'ai une chose à dire là-dessus, c'est que on n'est pas obligé de le justifier, et je pense qu'il ne s'est jamais permis de se justifier, il l'a toujours assumé. La preuve, c'est que son vitiligo, il n'en a jamais clairement parlé, sauf à un moment donné quand il était acculé devant Oprah Winfrey, qui lui a clairement posé la question et qu'il a été... Parce que je pense que dans son état d'esprit, je pense que Michael avait suffisamment de respect pour les gens pour comprendre que les gens verraient bien qu'il se passe quelque chose. Et que ça a été le même rapport par rapport aux enfants. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il est tellement clair dans sa tête qu'il n'a pas besoin de se justifier, il n'a pas besoin de l'expliquer. Mais je pense que ça, le fait de ne pas en avoir parlé assez tôt, de ne pas l'avoir clairement dit, ça a un peu joué en sa défaveur, effectivement. Mais il ne rejetait pas ses origines, en fait. C'est ça qu'elle voulait dire dans cette émission. Mais il l'a crié 1000 fois et personne n'a entendu. Il a crié 1000 fois qu'il était fier de sa couleur de peau, qu'il était fier d'être noir. Il l'a crié sans caméra, sans journaliste, devant des gens 1000 fois. Je veux dire, Mais après, il y a un moment donné, on arrive à un tel niveau de starification que les gens ont envie d'entendre ce qu'ils ont envie d'entendre. C'est important. Voilà. De redire cette vérité-là aujourd'hui, ici, en fait. Michael Jackson était fier de ce qu'il était. Bien sûr, évidemment. Il souffrait d'une maladie de peau. Oui. Il souffrait aussi d'un père très violent. Qu'est-ce qui se cachait derrière ça? Une exigence, Oui, c'était le père Jackson, c'était l'exigence à l'état même, à l'état pur. Et il avait compris qu'il avait une poule aux œufs d'or. Et... il fallait que ce soit drastique, il fallait que ça fonctionne tout à la perfection, des heures et des heures de répétition pour obtenir cette perfection. Et c'est là que l'on peut se dire qu'un petit bijou va naître, Black and White, qui est le magazine de référence en France des fans de Michael Jackson. Alors, évidemment, vous me voyez venir avec le titre Black and White. Alors moi, je connais Black or White. Explique-nous pourquoi Black and White et surtout comment toi, tu es arrivé dans cette aventure incroyable. Ça, c'est vraiment le travail de Laurent et Julien. Laurent et Julien, qui sont les deux personnes que tu as rejoints. Absolument, en fait, que j'ai démarché pour monter. Moi, à l'époque, je suis venu avec du vide. C'est-à-dire que je suis arrivé avec ma bonne volonté. Mais... Non, mais je suis arrivé. Tout ça, c'est du vide. Voilà, avec mon monde, machin. Mais très honnêtement, la première fois, je me souviens très bien, on s'est rencontrés pour la première fois, on était au café du Virgin Megastore quand il existait encore. Je suis arrivé qu'avec mes ambitions. Mais je me suis retrouvé face à des gens qui déjà pensaient aux choses, qui déjà avaient préparé quelque chose, et qui déjà m'avaient proposé Black and White, etc., etc. Et moi, après, je suis reparti, j'ai travaillé sur le logo. Enfin, tout ça s'est emboîté. Comme on disait tout à l'heure, les étoiles se sont alignées. Et tout le cheminement, on a travaillé comme ça pendant un bon bout de temps, je veux dire, où toutes les choses s'enchaînaient les unes après les autres. Après, très honnêtement, moi j'aurais voulu sortir un truc pharaonique dès le départ. Eux, ils sont partis sur des choses beaucoup plus prudentes. Il n'y a pas de moyens. Le premier numéro, non, moi toute la fabrication du machin venait de ma société dans laquelle je travaillais, tout était porté à bout de bras.
on est parti sur un format poster pour limiter les dégâts, pour voir déjà. On a un peu sous-estimé le fait que Michael était quand même assez fédérateur et ça aurait quand même marchouillé, je veux dire, si on avait pris un peu plus de risques. Mais on est resté prudent. Quoi. Au départ, pourquoi il y a ce premier numéro qui sort black and white comme ça? C'est une demande des fans? Non, c'était une envie de nous. D'accord. Très honnêtement, il n'y a jamais eu d'études de marché, il n'y a jamais eu de commande dans une agence de communication. Non, c'est 3 gamins, voilà. Et... Toi, tu étais aux photos? Non, moi j'étais au graphisme, j'étais à la maquette, j'étais à l'époque, les tout premiers numéros, l'ordinateur domestique n'était pas encore sorti, j'étais dans une boîte de photocopo, donc on faisait tout à la main. Pour le fan que tu es, toi, à l'époque, quand tu découvres ça dans les kiosques, tu te dis quoi? Ça correspond à quoi, ça? Alors justement, ça correspond à un événement où Michael va débarquer en France après plus de 4 ans d'absence. Il était venu en 88 pour la première fois pour le Bad Tour. Et il débarque le 13 septembre 92 pour le Dangerous Tour. Et d'un seul coup, moi j'ai pas pu assister à ce concert-là, mais par contre, je vois dans ma librairie un magazine avec une couverture de Michael en concert. Et moi je suis en 4e ou en 3e et j'ai un exposé à faire. Et du coup, ça va être un peu ma bible pour pouvoir faire cet exposé. Et je découvre un univers incroyable, je comprends ce magazine. Je vois que c'est le numéro 3, j'ai pas vu les 2 autres avant. Et puis commence une aventure qui va durer presque 10 ans, où tous les 3 mois, on avait ce magazine qui nous donnait des nouvelles de Michael, qui nous permettait vraiment d'avoir des informations exclusives parce que Laurent, Julien et Christophe ont pu rencontrer au fur et à mesure Michael. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, c'était vraiment le seul lien avec cette star qui était adulée. C'est ça qu'il faut ressentir dans cette interview. Au-delà même de cet homme qui a touché les étoiles en rencontrant Michael Jackson, en nouant une relation forte avec lui, c'est qu'en fait, ce monsieur-là, avant d'être ce grand photographe, était un jeune garçon pour qui tout était possible. Et que quand on veut quelque chose, quand on veut croire en quelque chose, parce que ça s'aligne, parce que les étoiles sont là, parce qu'on a le talent pour, et peu importe si les gens autour de vous vous disent « ça va pas, tu vas jamais rencontrer Michael Jackson, etc. » Eh bien si, c'est possible. Entre vous et moi, c'est ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que malgré les épreuves de vie, quand on veut quelque chose, on le fait. Et c'est ainsi. J'étais peut-être complètement fou. Heureusement. Je n'ai pas le recul. La folie, ça fait partie aussi de ces forces-là. Oui, mais je pense qu'il en faut un peu. En tout cas, de la folie, je ne sais pas, mais de l'inconscience, oui. Parce que là, il va y avoir un événement majeur, c'est que Michael Jackson va arriver en France, et toi, quelques temps avant, tu vas partir à Rotterdam. Comment, vous les petits Frenchies, vous obtenez un pass pour faire des photos? Parce que Michael ne vous connaît pas à l'époque. Absolument pas. Et d'une certaine manière, nous non plus. On a atterri là-dedans, on s'est retrouvés dans des tentes de presse avec des foules de gens. Moi, j'ai été propulsé dans les ballots de paille, j'ai fait Jésus sur la bière et les pétards, poussé par les gens. Quand je me retournais pour m'excuser, parce que je suis très grand, mais tout le monde me regardait mon dos comme ça, comme des drogués. Enfin, c'est violent quand on n'est pas habitué. T'es là avec ton petit appareil, tu regardes des autres photographes, tu te dis ouf. Et qu'est-ce qui se passe là? Tu vas commencer à shooter. Le tourbillon, comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on se jette à l'eau, je me suis fait un peu piéger par mon petit côté un peu snob, c'est-à-dire que tout le monde mettait des bouchons à oreilles, moi j'ai fait « oh non, moi je veux entendre le concert ». Paf, je me suis pris l'explosion, j'étais en acouphène pendant 3 jours, et je tends mon appareil, et là je vois un bonhomme immense, il me paraissait immense. À travers l'objectif, il me paraissait immense. Je le vois respirer, mais il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Et ça va être d'une longueur. J'entends une foule derrière qui se demande ce qui se passe, qui est hystérique, qui crie, qui pousse. Et toi, tu es là, tu fais tes premières photos, mais tu te dis, mais qu'est-ce qu'il a? Il a les pieds bloqués, On se pose des milliards de questions et d'un seul coup, blam, la lumière apparaît, les lunettes volent et Michael commence le show et là c'est... Voilà, Je sais pas, il y a un moment donné, je pense que...
J'ai pas réfléchi, j'ai shooté. Je me suis dit, on fera le tri quand on sera à la maison. Et à la maison, tu découvres quoi? J'étais pas si inutile que ça. Non, très honnêtement, les premières photos, quand... Moi, je suis un perpétuel insatisfait, mais j'ai quand même eu des petits moments de fierté. On pourra revenir sur Tokyo, parce que ça j'ai... Mais c'était très émouvant. C'était très émouvant de donner vie à quelque chose. À travers mon regard, à travers mes intentions, à travers cet accident, parce que c'est un accident, c'est-à-dire j'aurais pas dû être là, on n'avait rien, on n'avait pas de photographe sous la main. Donc je me suis improvisé photographe en commun accord avec Laurent et Julien. Mais moi, très honnêtement, je suis sorti de là-dedans, je me dis, putain, j'ai pas intérêt à rater mon coup parce que c'est pas mon métier, quoi. Et j'ai commencé à y prendre goût. J'ai commencé à me dire, non, mais t'es pas ridicule, mon gars. Non, t'as des jolies choses. Puis les jolies choses, elles ont été publiées, et puis les jolies choses, elles ont été appréciées même 20 ans après, donc ouais. Avant de vous raconter la réaction de Michael Jackson, qui verra ce 3e magazine, je veux la tienne de réaction. Quand tu vois le numéro 3, ton premier magazine, et que tu vois ces photos apparaître, tu te dis quoi? Un vrai lien avec Michael, interactif, parce qu'on est à une période où il n'y a pas Internet. Les informations qu'on peut avoir avec Michael Jackson, c'est impossible à avoir. Aujourd'hui, on fait un clic. Aujourd'hui, on est à un concert, on a tous nos téléphones. Et toi, tu le ressens. Dans ces photos-là, tu ressens qu'il y a quelque chose de nouveau. Tu vis le concert à travers un magazine, en fait. À cette époque-là, on n'a pas encore vu de vidéo, et on vit le concert à travers un magazine qui sera d'ailleurs diffusé quelques mois après sur Canal+, après le concert de Michael à Paris. Mais on peut vivre, morceau par morceau, un concert de Michael Jackson à travers un livre. C'est puissant. Et là, je crois qu'il y a une photo qui va bouleverser Michael Jackson. Ma chape de plomb à moi, comme Thriller, la vidéo de Thriller et la chape de plomb de Billie Jean. Tu nous en parles de cette photo? Oh bah, c'est énorme, c'est-à-dire que... Alors décris-la pour celles et ceux qui entendront le podcast, qui ne verront pas forcément la photo. Décris-la, cette photo. On arrive à gagner nos lettres de noblesse avec Rotterdam. Bon, mais ça reste quand même un reportage sur 3 chansons, etc. On essaye de renouveler l'affaire, on n'a pas beaucoup de moyens, donc en fait, on va faire le voyage du Japon, de Paris au Japon, à Tokyo, que Laurent et moi. Moi pour assurer les photos, Laurent pour assurer la narration. Ce qui est frustrant parce que depuis le départ, on partageait tout le temps. Même si on travaillait chacun de notre côté, les événements, le produit, les intentions et les projets se partageaient à 3. Moi, je suis très mauvais en anglais encore, même toujours, même encore aujourd'hui. Je parle un peu comme une vache espagnole. Donc c'est Laurent qui vraiment communique. Et je ne m'attends pas du tout à ce qu'à Tokyo, on soit reçu par un attaché de presse, qu'on soit attendu. On a ramé, parce que le Japon, quand on ne connaît pas, c'est un petit peu compliqué. Même les repas, c'est quand même un peu compliqué. Mais bref, on est le 31 décembre. On a fait le voyage. Moi, j'ai fait le voyage avec l'information que Laurent m'a donnée, à savoir qu'on nous attendait avec un cadeau. Je ne savais pas quoi. Je ne savais pas quoi du tout. Laurent est parti donc prendre sa place dans la salle, dans la tour, pour narrer le concert, vivre le concert, rapporter le concert, machin. Et moi, j'ai suivi l'attaché de presse sur le côté de la scène, une scène d'une propreté. J'ai jamais vu ça de ma vie. Des Japonais très disciplinés, j'ai jamais vu ça de ma vie. Une marge de 3 mètres sur une bâche. Il n'y avait pas un chat. Immaculé. Il n'y avait pas un chat. Et un attaché de presse à côté de moi, qui était plutôt beau gosse en plus, et sur lequel j'étais tellement intimidé de me retrouver dans un contexte comme ça en me disant « mais je suis tout seul. Je suis tout seul là. Il n'y a pas d'autres photographes, il n'y a pas de photographe de presse, il n'y a personne. » Je commence à failloter. Je commence à jouer le faillot et je lui dis « je vous préviens, ne vous inquiétez pas, je commencerai à shooter que quand il sera sur scène. » Ayant l'habitude qu'on était censuré de photographier le grille-pain.
de Rotterdam, de tout ce qu'on nous a rapporté. On voulait cette photo pour faire vivre le magazine. Le grille-pain, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est une scène qui va remonter d'en bas et qui va expulser la star dans les airs. Voilà. C'est la tournée Dangerous, je crois, Dangerous, c'est oui. ça. Donc, je fais mon faillot auprès de l'attaché de presse qui très sereinement se retourne et dit « Non, non, vous rentrez maintenant. De toute manière, Michael veut que vous fassiez des jolies photos. » Je ne vous dis pas la responsabilité sur les épaules. Je sors de Rotterdam, de Jésus, et là, je me retrouve sur Place Nette. Et déjà, c'est un gros avantage, parce qu'effectivement, j'ai pu me placer tranquille. Je me suis dit, bon, allez, on va essayer de faire une jolie perspective, etc. Je commence à calculer mon coût. Mais c'est complètement improvisé, ça dure une fraction de seconde. Est-ce que j'ai le matériel qui va aller assez vite? Est-ce que j'ai préparé les bonnes ouvertures, etc. Je crois que j'ai plus pensé professionnellement avant de le photographier qu'après. Après, c'était du mécanisme, hein, j'étais tranquille. Bah, il fallait shooter la seconde où il allait sortir voilà. de terre. Alors l'avantage que j'avais, c'est que je connaissais le concert par cœur. Ouais. Donc je savais qu'au moment du cri de la panthère, il bondit cette scène. Donc je m'étais préparé, j'étais en écart, machin, etc. Donc je shoote, je ne sais pas ce que j'ai shooté. Hein, on n'est pas dans le numérique, on est dans la pellicule. Donc je ne sais pas ce que j'ai shooté et je ne saurais qu'en rentrant à Paris. Donc c'est quand même une torture qui va durer quand même un petit moment. On ne veut pas prendre de risque. Il faut savoir qu'à l'époque, les pellicules, les douaniers japonais étaient un petit peu... Hein, ça passait sur les rayons X. Je lui ai dit, prends pas de risque, je ne les développe pas moi-même, je vais dans un labo professionnel, on les développe. Sachant toujours pas ce que j'ai photographié. Et c'est marrant, hein, parce que, je ne sais pas si c'est le dessin ou quoi, mais la première pellicule qui est développée, les premières images que je vois débarquer, c'est la scène vide. Je me dis, putain, j'ai raté mon coup. Et la photo d'après, lui dans les airs comme un farfadet, parfait, la perspective, pour moi, visuellement parfaite. Ça donne ça. Et bien la photo, elle fera son chemin, elle va même finir dans le livre History, elle est restée un classique, et c'est la première fois qu'on verra ce moment dans le magazine, à travers le monde, machin, etc. Et pour moi, c'est ça le cadeau. Cette photo? Ah bah, magique, la bestialité de Michael, la puissance, tout est là et ça se joue en une demi-seconde. Et comme vient de le dire Christophe, aucune certitude que cette photo elle soit là. Parce qu'à notre époque, on n'avait pas un écran pour vérifier si la photo était là. Ah oui, et puis ça, aucune certitude que le mouvement soit bon, que la netteté soit bon, Alors, je pense que Michael savait que tu en serais capable. C'est-à-dire qu'à un moment, pourquoi tu penses qu'il t'a fait venir? Pourquoi a-t-il vu? Moi, je n'interprète pas les choses comme ça. Je pense qu'à un moment donné, il nous voyait commencer à exister. Je pense qu'il a voulu nous épauler. Je pense qu'il a quand même vu ton talent, l'humilité. Il est un peu tôt, peut-être, pour ça. Oui, bien sûr. J'ai pas encore publié le COP, si je me souviens bien. Je suis pas sûr. Non, je crois pas. Mais la confiance qu'il t'accorde, tu penses qu'il l'aurait accordée à tout Non, le monde? elle vient beaucoup plus tard, oui, je Ouais. pense. En tout cas, il est évident que les portes ne sont pas fermées avec lui. Il est évident que de son côté, je me souviens très bien, si je peux raconter une anecdote un peu rigolote, on était zélés, hein, donc on avait fait nos propres t-shirts et on vendait des t-shirts Michael Jackson et on s'est retrouvé avec une flambée d'avocats sur le dos. La légende dit que c'est Michael lui-même qui a dit non, mais attendez, eux c'est mes fans, vous les laissez tranquilles. Je pense que là, on est dans une structure où effectivement, il nous portait à bout de bras. Pourquoi Il s'est dit, vous? voilà, en France, j'ai une opportunité, il y a un magazine, fait par des gens, machin, etc. Je ne vais pas leur mettre des bâtons dans les roues. Hein? C'est après qu'on aura un échange plus artistique, c'est après, quand il va me demander de faire l'illustration, qu'il fera des commandes. Tout va se dérouler de plein de formes que ce soit. Il aimait ses fans profondément. Oui. Oui. Oui, pour l'avoir vécu moi-même. Moi qui ai toujours revendiqué le fait d'être fan avant d'être professionnel. Non, moi quand il m'a accueilli sur Stranger, c'est évident. C'est évident qu'il était attentif. Il avait du souci pour ce qui se passait autour du moment. C'était pas quelqu'un d'indifférent. Vous voyez ce que je veux dire? Stranger, moi j'étais à des kilomètres.
demandé de me rapprocher. Personne ne fait ça, à part Sheila. Alors là déjà, tu touches les étoiles, puisque tu fais des photos de Michael Jackson en concert. Oui. Et à cette époque-là, tu n'imagines même pas de pouvoir le rencontrer en tant que tel. Je le souhaite même pas. C'est-à-dire que moi, c'est le tourbillon, je suis rentré dans le truc et je fais les choses et je prends et je mange tout ce qui vient au fur et à mesure et j'essaye d'être le plus juste possible à me dire qu'est-ce qu'on peut mettre dans le prochain magazine, comment on peut rester consistant, comment on peut... voilà. Rien, je n'ai jamais rien fait, en tout cas personnellement, je n'ai jamais rien fait pour provoquer ni une rencontre, ni une reconnaissance. Et la première rencontre va se faire, mais sans toi, Oui. pour la première fois. Bah oui, parce que tout va très vite. Donc comme tout va très vite, mes collègues, ils ont besoin d'un réactif très rapide, machin, etc. Et c'est là où ils vont le rencontrer pour la première fois à Tenerife et qu'ils seront... je sais pas, après c'est à eux d'en parler, parce que moi j'y étais pas, mais remerciés en personne, où ils vont pouvoir présenter matériellement le magazine et montrer leur fierté, mémorisée par une photo qui sera faite à cette occasion, et puis voilà. On est en 93, et cette photo, on voit Michael regarder le magazine, et en fait ce qu'il regarde, ce sont tes créations à toi. C'est pas faux. On est d'accord. Ah, je valide. Clairement, il est passionné par ce qu'il découvre. C'est pas faux, mais moi, la fierté que j'en garde, c'est de voir ce garçon qui est au-dessus de la planète, qui explose de partout, qui vend des millions de disques, être entouré de gamins qui sont mes collègues et à qui il n'était pas obligé d'ouvrir les portes. Je veux dire, c'est là où on prend conscience quand même de sa générosité. Rien ne l'oblige. Rien ne l'oblige, on est encore un petit magazine de rien, on démarre, on n'a pas de budget, on n'a pas des gens qui nous épaulent, donc, et lui il est là. Quand tu vois cette photo et que tu vois qu'en fait les yeux de Michael regardent tes photos, qu'est-ce que tu te dis toi quand tu Qu'il l'a découvres déjà lu avant. Qu'il l'a déjà lu avant et qu'il prend la pause. Non, mais c'est émouvant, c'est évident que le gamin que j'étais à l'époque, parce que j'étais encore un gamin, il y a une part de lui qui n'arrive pas à y croire. Il y a une part de lui qui se dit... c'est difficile hein, de garder la tête froide dans ces moments-là, parce que on se dit... Non mais t'as vu, mon gars... Michael Jackson découvre le magazine des Petits Frenchies, d'accord ? Il est touché au cœur et il aime le professionnalisme du travail qui est fourni, et à partir de là, vous êtes choisi. À partir de là, ça ne va pas s'arrêter pendant 15 ans, je ne sais plus, moi je ne calcule plus. 93. Et pourtant, à ce moment-là, Michael Jackson est dans une situation un petit peu difficile, puisqu'il traverse une première affaire. Et Franck, je vais te laisser justement développer les grandes lignes de cette affaire. Une première accusation de pédophilie. Exactement, on est en 1993, Michael Jackson est en tournée et la nouvelle tombe, Michael est accusé de pédophilie par une famille qui s'appelle la famille de Jordan Chandler, un petit garçon de 13 ans je crois. Et cette histoire fait le tour du monde, c'est-à-dire que d'un seul coup, voilà, Michael Jackson, bad, dangerous, est-ce que les signes étaient là? Et en fait, ce qui se passe pour Michael, c'est qu'il est un peu mal entouré parce que au lieu d'aller se confronter à toutes les perquisitions, etc., Michael décide pour cette affaire en particulier de payer la partie civile, à hauteur de 23 millions de dollars, je crois. Et donc, c'est une somme énorme qui permet que la partie civile se détache et retire la plainte. Mais certains le voient comme un aveu de culpabilité, en fait. Exactement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que malgré tout, pour cette première plainte, l'État continue ses investigations. Et quand vous avez le FBI aux fesses, etc., s'ils doivent trouver des choses, ils le trouvent. Il faut savoir que donc, quelques mois plus tard, il n'y a aucune preuve qui permettent d'accuser Michael Jackson. Il est déclaré innocent, malgré avoir payé. Et puis, il y a des preuves aussi qui arriveront un peu plus tard, en 2009. Enfin, pas des preuves, mais des faits qui sont quand même assez... troublants. Assez troublants, effectivement. Merci. C'est qu'en 2009, quand Michael meurt, le père de cet enfant, décide de se suicider. Ce qui n'est pas rien, quand même. Et puis, Jordan Chandler avouera lui-même que tout ça n'existait pas. Et le garçon. Voilà, effectivement, le garçon affirme que toutes ces affirmations, que toutes ces
Allégation. tous ces mensonges, Ouais. voilà, tout était faux. Mais ça marque aussi le début de la destruction de Michael, parce que, on le verra un peu plus tard, mais quand les autres affaires arrivent, à chaque fois ça fait les grands titres, etc., etc. On veut abattre Michael Jackson, mais par contre, quand il est déclaré innocent, ça fait une ligne dans les journaux. Avant de te laisser la parole, Christophe, c'est important aussi que vous sachiez que dans cette interview, nous allons évoquer les affaires qui ont précipité peut-être la chute de Michael Jackson, sans rien vous cacher, mais peut-être en vous apportant justement le regard de quelqu'un qui l'a vécu de l'intérieur aussi, et qui peut nous expliquer aussi que peut-être que les vérités médiatiques ne sont pas les vérités du moment. Je pense que ça marque le début du moment où on se rend compte que Michael devient trop près du soleil. C'est la jalousie qui a précipité ces affaires? La jalousie, je sais pas, mais je pense qu'à un moment donné, il y a des gens qui sont pas faits pour les bonnes choses et pas les bonnes places et que tout dérape. Et je pense que avec des si et des peut-être, on aurait pu conseiller plein de choses à Michael Jackson. Je pense que quand on fait partie d'un univers où on se rend compte que même un soir on peut rentrer chez soi et retrouver la nurse de ses enfants dans son lit, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça lui est arrivé? Bien sûr. Des propos même de sa propre fille, qui trouvait sa nurse étrange. Bon, c'est sur Internet, hein. Tout le monde peut le consulter, peut le vérifier, je veux dire. Après, c'est juste, c'est une petite babiole. Mais quand on se rend compte à quel point aujourd'hui, dès qu'il y a un produit commercial qui sort, pouf, d'un seul coup, il y a des nouvelles victimes qui sortent du terrier, je veux dire. Est-ce qu'on ne peut pas avoir un tant soit peu d'honnêteté intellectuelle et se dire, bon bah ce gars là, voilà, on n'a rien trouvé, on arrête là maintenant, on arrête le délire. Non, c'est tout le temps dans la surenchère, parce que vous avez aussi des gens derrière qui poussent, et puis vous avez des médias qui font de l'argent avec ça, et qui vont s'enrichir de ça. Il y a des médias, quand le biopic va sortir, qui vont affronter Jermaine Jackson, Janet Jackson, ah, elle aime pas le film, lui, il aime le film, ah, pouf, il se fout sur la gueule, et ça fait de l'argent, et ça fait du buzz, et ça fait tout ce que vous voulez. Il y a un moment donné, je pense que ça marque le moment où Michael est monté à un tel niveau, indéboulonnable, ça a été l'engrenage. Trop, puis soyons honnêtes, il y a eu aussi des erreurs de son côté. Ouais. Bah, la Je première pense qu'il y a eu été... des erreurs politiques, culturelles de son côté, son entêtement. Tellement il n'a rien à se reprocher de s'entêter dans cette image, de toujours approcher de jeunes enfants, de choses comme ça. Tout ça a fait qu'à un moment donné, il s'est donné un petit peu le bâton pour mieux se faire battre. Pourquoi, d'ailleurs, allait-il voir ses enfants pour les protéger, comme il le disait? Je sais pas, je peux pas parler à ça. Moi, très honnêtement, c'est pas ce qui me fascinait le plus chez lui, hein, son Dans côté son Walt domaine Disney, de Neverland. Neverland, tout ça. D'ailleurs, j'y ai jamais mis les pieds, j'en ai pas envie. Et c'est pas le chose. Moi, ce qui me fait rêver, c'est le musicien, c'est la voix, c'est l'artiste, c'est le danseur. Le reste, le folklore, je trouve que le folklore a pris trop le pas sur son personnage, plus que la musique. Et je pense que c'est vraiment un aliment de plein de choses. Le fait qu'il mette tellement de temps entre chaque disque à être exigeant et à réaliser le disque qu'il veut, ça donne... Les gens ont commencé à avoir faim. Et se nourrissent des mauvaises choses, et se nourrissent plus de la musique et des choses comme ça. Il y a un mystère autour de Michael Jackson. Oui, puis il a entretenu le caisson Exactement. Oxygène, on sait très bien, et tout le monde sait très bien aujourd'hui que c'est parti de chez lui. Il l'a assumé. C'est lui Oui. qui a fait croire. Oui. Oui, oui. Pour quelle raison? Pour les mêmes raisons qu'on va dire à une jeune chanteuse, te marie pas, tu vas vendre moins de disques. Ça faisait partie du job, ça faisait partie aux États-Unis, en plus, c'est quand même un énorme territoire. C'est-à-dire que pour quelqu'un soit connu à l'Est autant qu'à l'Ouest, il faudrait, je sais pas, qu'il fasse des centaines de milliers de tournées. Donc, il y a un truc qui fonctionne, c'est... Le happening. Voilà. Ce mystère autour de Michael, tu l'as noté toi aussi. Comment tu expliques aussi ça? C'est une stratégie aussi, hein. Qu'on parle de toi en bien ou en mal, l'essentiel, c'est qu'on parle de toi. Et Michael, c'était ça. C'était le génie de la communication. D'un moindre événement, il en faisait quelque chose qui touchait tout le monde. Mais il savait qu'il touchait un peu... C'était le risque. Au risque avec les enfants. C'est pas outrancier parce qu'on parle de quelqu'un qui adorait se filmer, se photographier avec des militaires et des hordes de policiers derrière lui. C'est quand même un petit peu...
Lui aussi faisait ça. Ça Ah, aussi. lui, il l'a inventé. Lui, il l'a même. créé, ouais. Lui, on le voit, enfin nous, on a publié des dizaines de photos où il est avec les flics de Los Angeles, puis je ne parle pas de 2 flics, hein, c'est des 200 flics derrière lui, où il est grimé en Michael et il domine la horde. Moi, je ne vais pas me parler à sa place, moi j'adore l'image. Je vais vous le dire très honnêtement, en tant que fan et en tant que de photographe ou ce que vous voulez, j'adore l'image, et je trouve que son culot, il était là. D'avoir l'idée et en plus le culot de le faire, cette image, je trouve ça. Ce qu'on en a fait après, c'est du folklore. Et ça voilà. Le reste, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a ce que lui pensait provoquer, machin, etc., contrôler, et ce qu'on en a fait. Oui, parce qu'après cette première affaire, il y a une autre affaire qui éclate. On est en 2003, où cette fois-ci, il ne va pas faire la même erreur en payant pour essayer d'éteindre le feu. Non, il va affronter le procès de cette nouvelle accusation. Il y a 14 Chef d'accusation. chefs d'accusation contre lui à ce procès. Il va en sortir innocenté. Exactement. On est en 2005, 2 ans plus tard. Ça fait la deuxième affaire, donc que ce soit dans les cours d'école ou après, à titre personnel, sur mes premiers lieux de boulot, ça devient difficile de défendre Michael Jackson. Mais cette fois-ci, il ne fait pas l'erreur de payer la famille. Non, il va aller au procès avec des photos de ses parties intimes, sa maison qui est complètement visitée, retournée de partout. Mais Michael va aller au procès, va y aller difficilement parfois, à ne pas se réveiller dans un état déjà avec certains médicaments, certaines choses compliquées. Déjà. Donc c'est déjà compliqué pour lui. Et en juin 2005, le verdict tombe et Michael est innocent. Alors encore une fois, il faut savoir qu'à ce moment-là, quand il y a la deuxième affaire, les médias se font un régal, hein, c'est ce que tu disais, Christophe. Pas que les médias, hein. Pas que les médias, il y a aussi, c'est le démarrage d'une espèce de turbulence dans le fanatisme, dans les passionnés, il y a des gens qui croient, il y a des gens qui croient pas. Chasse aux sorcières aussi. Moi, j'ai pas eu besoin de ça, j'y ai jamais cru. Ah oui, non, c'est ça. J'y ai jamais cru. Donc, et quoi qu'il arrive en 2005, on est face à l'évidence, c'est-à-dire que la boîte de Pandore est ouverte, et on en est là encore aujourd'hui, en 2026, à avoir des nouveaux trucs, parce qu'il y a un film qui sort et parce qu'il y a encore des choses à dire. Et avant 2026, on en est en 2019. Exactement. Où là, troisième affaire. Exactement. Alors avant 2019, je vais juste revenir sur un petit point. 2005, c'est le point de bascule pour Michael malgré tout, parce qu'il ne sera plus jamais le même. Il est certes innocent, on lui rend son passeport, mais il quittera définitivement sa maison et partira s'exiler à différents endroits, dans le Bahreïn, etc., tellement il est traumatisé. C'est-à-dire que il a parlé justement de son statut, de son état. Il y a une chose qui me paraît évidente, moi simplement en tant que simple spectateur, c'est que Michael a toujours rêvé d'être Walt Disney. Ouais. Michael a toujours... Il faut se remettre dans la mémoire ce que représente Walt Disney à un moment donné dans ces années-là, ce que Walt Disney a apporté à l'économie américaine. Il faut reprendre toute cette histoire pour voir et comprendre pourquoi Michael a une fascination pour ça. Et quand il a commencé à essayer d'avoir des projets de jeux vidéo, de parcs d'attractions, de ça, dans sa tête c'est Disney. Dans sa tête, à un moment donné, il n'y a pas eu de point de bascule parce qu'il sait que le grand public est quand même assez adulte et assez majoritaire, mais son rêve à lui, c'est d'être un parc d'attractions à lui tout seul. Ça s'arrête à ça. Le reste... les bilans sanguins, les trucs de sexualité, machin, ça me... Et en 2019, une troisième accusation, 10 ans après sa mort. Après sa mort. Exactement, 2 anciens jeunes, Wade Robson et James Safechuck, qui n'ont d'ailleurs aucune utilité d'être nommés ici, mais qui créent un documentaire en disant que Michael leur a fait plein de choses, etc. Cette affaire va se terminer par une non-ouverture au pénal, c'est-à-dire que l'affaire n'est pas recevable de facto puisque Michael est mort, et la partie civile après va de la même façon dire que c'est pas recevable, même si ça continue encore aujourd'hui, les 2 plaintes ne sont pas recevables car il n'y a à nouveau pas de preuves contre Michael Jackson. C'est juste... Moi, je ne sais pas comment ces gamins font pour vivre tranquille. Je ne sais pas comment on peut se renier quelqu'un à ce point pour se dire, pile poil aux 10 ans de l'anniversaire de sa disparition, tiens, on va faire du buzz. Parce que c'est évident, je veux dire,
ces gamins-là, moi je les ai croisés sur le terrain, on sait très bien que c'est issu de familles dysfonctionnelles, que c'est pas donné à tout le monde d'être un môme de 12 ans et de faire le tour du monde avec Michael Jackson, ça perturbe un peu. Pardon. Moi, je trouve que tous ces parents un peu moralisateurs qui font des témoignages devant les caméras avec plein de morale et d'équilibre, est-ce qu'ils étaient équilibrés en laissant leurs gosses faire le tour du monde avec la plus grande star du monde à l'époque? Non, ils y voyaient que leurs avantages. Et aujourd'hui, ils y voient encore que leurs avantages. Et moi, j'ai eu qu'un truc à dire à ces mômes, mais comment vous... Enfin, ces mômes, ces adultes aujourd'hui. Comment vous faites pour vieillir? Et ce qui est très intéressant, c'est qu'avec l'affaire Epstein, qui est devenue une affaire internationale, le nom de Michael Jackson est sorti, mais pour la première fois, pour être dédouané. Et aujourd'hui, notamment cet acteur, Macaulay Culkin, qui lui le dédouane totalement, en lui disant... mais... Il l'a toujours soutenu. Il l'a toujours soutenu, il était présent au procès pour lui dire qu'il ne s'était absolument jamais rien passé avec Michael, bien au contraire. En tous les cas, ces affaires-là, qui donc se sont soldées par la non-culpabilité de Michael Jackson à chaque fois, ces affaires-là ont entamé sa santé et, j'allais dire, ont précipité aussi sa chute, puisqu'il va commencer à sombrer, notamment par l'utilisation de médicaments. Il va se renfermer et il va changer. Avant de parler justement de cette chute, je voudrais qu'on vienne à parler de ce moment où toi, il t'a été donné comme joie d'enfin le rencontrer. La plus marquante, évidemment, c'est le moment où c'est parti encore d'une affaire de culot parce qu'il n'était pas très content des couvertures des singles pondus par Sony, etc. machin. Et puis il y avait une photo qu'il aimait beaucoup pour illustrer Stranger in Moscow, mais qu'il ne pouvait pas exploiter parce que le photographe était parti, il y avait des trucs un peu compliqués. Moi j'avais dit à Laurent, c'est pas grave, on la sort du contexte, j'en fais une illustration et ni vu ni connu, quoi. Donc c'est celle où il est adossé justement au réverbère. Et je lui dis, il suffit qu'il y ait 6 ou 7 différences avec la photo originale, et l'autre il peut rien faire. Donc on la prend la photo, mais on l'emballe. On en fait, on la met en théâtre, on la met en valeur, parce que là, les gens vont croire que j'ai les chevilles. Et avec le Kremlin derrière. Et avec le Kremlin derrière, puisqu'on est à Moscou. Donc je dis ça à l'époque, limite, avec beaucoup de dérision. Et Laurent appelle Bob Jones, enfin je sais pas, lui pourrait le raconter. Manager. Moi je veux pas parler à la place de Laurent, mais dans mon souvenir, c'est que lui il les contacte et Bob Jones lui dit bah oui, faites-nous une proposition. Et là j'ai 48 heures pour penser, trouver, équilibrer, réaliser, faire un agrandissement comme ça pour que ça soit crédible visuellement à présenter, etc. On file à Los Angeles, on file dans le bureau de Bob Jones, on présente le projet à Bob Jones. Pour l'instant, il n'y a rien de prévu. Pour l'instant, il y a... Tu ne sais pas que tu vas rencontrer Michael Jackson. On sait qu'il est en tournage, on connaît l'actualité. Laurent la suit suffisamment bien, il nous en parle. On sait éventuellement qu'on peut avoir une opportunité d'être sur le tournage. Bon, je vais pas jouer les... On a fait le calcul, c'est évident. On est à Los Angeles, il est à côté, il est en train de tourner un clip. Et on vient présenter une pochette. Éventuellement. Donc on présente la pochette à Bob Jones, qui prend son téléphone comme un pharaon, qui est derrière son bureau luxueux. Lui, c'est un personnage, j'en garde un souvenir incroyable. Et il est au téléphone avec Michael Jackson en lui disant « Écoute, faut que tu vois ça. » Là, paf, à partir de là, on retourne à l'hôtel, on nous prend par taxi, machin, on nous amène sur le tournage, on est accueilli par Michael Jackson en train de tourner, suivi d'un caméraman. Moi qui n'ai pas l'habitude d'être filmé, je me mets derrière Laurent, Michael il voit ça, il met la main sur l'objectif et il tourne la caméra vers le sol. Et là, on sort le truc du carton, et le reste est magique, quoi. Le reste est magique, le reste est... rien, il pose même pas de questions et tout. Il fait juste, je veux ça.
Voilà. Et puis, One il y a eu shot. Vas-y. One shot. C'est juste un one shot. Christophe arrive avec un projet, Ouais. et c'est celui-là. Et je pense une rencontre, tu vois, à un moment donné, je pense qu'il y a une connexion, il voit l'astuce, je pense, il voit le détournement de la photo, il voit qu'on est dans le sujet, que je suis pas à côté, qu'on est bien. Moi, je vous dis, très honnêtement, c'est pas mon œuvre préférée. Je l'ai fait trop vite, je suis beaucoup plus exigeant que ça. J'ai l'impression un peu d'avoir raté les couleurs, etc. Enfin, peu importe. Mais la scène la plus mémorable, c'est quand il fait appeler le responsable de chez Sony pour lui présenter donc la prochaine couverture de son single. Et là, Parce que c'est ta photo qui va devenir la couverture. voilà, et là, on voit arriver un gamin avec un t-shirt de Genge Machine, un peu arrogant, qui commence à négocier, machin, et qui commence à jouer le petit patron, quoi. Et là, je vois un mec très... Mais vraiment, le gars qui décide de son... Non, je veux ça. Fin de la négociation. Toi, là, tu ressens quoi à Je ce suis moment-là? limite de l'évanouissement, là. Non, très honnêtement, tout va tellement vite, et tout... J'ai le recul de rien, donc j'ai pas un souvenir. Là, si ça se trouve, je réinterprète peut-être un petit peu des trucs, mais moi, dans mon souvenir, et en tout cas dans la réalité, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais ça va tellement vite. J'ai revu des images vidéo de Stranger, de moments que moi j'ai photographiés. Et c'est marrant, dans ma mémoire, c'était un peu plus différent. Là, je trouvais sur la vidéo que les gens étaient beaucoup plus lents, beaucoup plus... comme s'ils marchaient un peu sur la lune, alors que... Moi, mon souvenir dans la photo, tout allait très vite. Quoi. Qu'est-ce qui lui a plu, tu penses, dans ta démarche et dans ton art? D'avoir réussi mon coup. D'avoir été juste. D'avoir mis le doigt dessus. De ne pas avoir fait un truc un peu... Même si pour moi, c'est bricolé, je pense que lui, il a dû voir, à travers ce que je lui proposais, un petit moment de grâce, quoi. Parce qu'il faut savoir qu'avant, les pochettes d'History... ça valait pas haut. Et alors, History, c'est justement le cadeau que tu nous as montré en préambule. Tes photos vont illustrer le livret. C'est énorme. Ah bah, là oui, là c'est une vraie fierté. Après, bon, on parlait tout à l'heure, vous vouliez parler des affaires de gamins, machin, c'est quand même un milieu très compliqué. C'est qu'il y a un moment donné, je vais me retrouver avec des œuvres qui ont mon nom, des œuvres qui n'en ont pas, parce que j'ai l'impression qu'il y a une partie des gens qui m'assument, une autre partie des gens qui ne m'assument pas, Sony ne me connaît pas, ils ne savent pas d'où je viens. Enfin, l'album History, le livret va être réédité avec mon crédit, mais sur une autre version, une version simple, où il n'y a pas les deux disques. Enfin, tout ça m'échappe totalement. Et très honnêtement, je m'en fous. Question que tout le monde doit se poser de l'autre côté. Tu deviens richissime. Pas du tout. Pas du tout. De toute ma vie, je n'ai jamais fait les choses pour avoir un catalogue de pop stars, pas possible. Et non, j'ai toujours fait les choses parce que j'aimais faire les choses. Tu n'as rien touché? Non. Non, mais là on touche un sujet sensible, hein. Attention. Bah, c'est anormal. Non, mais non, après j'étais, que ça soit black and white, j'étais salarié. Qu'est-ce que je voulais que je touche de plus? J'étais bien, j'avais un travail régulier, j'avais un salaire régulier, et je pouvais faire tout ce qu'on me demande, je m'en foutais. J'étais bien dans ce que je faisais, j'aimais ce que je faisais. Vraiment. Pas pour gagner plus, ou pour avoir plus, ou posséder plus, non. Si je pouvais, en passant, avoir une opportunité comme j'en ai eu une sur Stranger, je ne vais pas bouder. Et je ne vais surtout pas présenter une facture, j'ai pas envie de gâcher ce moment-là. Quelle horreur. Tu regrettes, justement, ce manque de perspicacité à l'époque ou... Non, ce que je regrette, c'est d'avoir trop assumé les choses. J'aurais dû peut-être être un petit peu plus... Parce que le fait de me revendiquer... Vous savez, c'est comme la couleur de le vitiligo et tout ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se dit... Les gens sont suffisamment intelligents pour voir que vous n'êtes pas totalement machin, etc. Non, faut pas, non. Non, à partir du moment où vous êtes un livre ouvert et que vous donnez un petit angle de faiblesse, c'est là qu'on va vous abattre. Et donc moi, ça m'a toujours un petit peu handicapé. Quand j'ai voulu faire d'autres projets et qu'il a fallu que je me présente en professionnel, en photographe, mais on me riait au nez, quoi. On ne me dit pas bonjour comme on dit bonjour à Herbritz ou Jean-Marie Perrier. Non, moi je suis le fan.
c'est pas un truc d'orgueil ni de vanité ce que je dis, c'est une réalité qui fait qu'à un moment donné, c'est un petit milieu, et quand on peut vous égratigner un peu pour vous faire moins briller, parce que de toute manière, vous allez... Comme moi, je présentais pas de facture, je rapportais pas d'argent, vous voyez ce que je veux dire? Ça t'a poursuivi, ça, hein? Ça m'a rendu un peu aigri, faut bien l'avouer. Non, parce que ça... Non, parce que vous savez quoi, tous les jours de ma vie, je me dis, c'est quand même les photos qu'on fait le tour du monde, donc... Mais c'est ça, en fait. Ce sont des photos que tu as réussi à faire parce que tu étais là au bon moment. Et je pense que le fait de ne pas avoir présenté de facture était bien justement parce que ça m'a permis d'être là, à Tokyo, dans les premières minutes, tout seul, Sans le provoquer. à avoir ce cadeau. Et là, tu vas toucher au Michael intime. Tu vas, à travers tes clichés, qui sont partout, à travers cette sensibilité que tu vas réussir à transmettre de l'artiste, quel homme tu découvres? Qui est Michael Jackson dans l'ombre? C'est compliqué à définir. C'est compliqué parce que moi, je me suis toujours véhiculé à travers l'artiste, pas l'homme. L'homme, ça lui appartient, j'ai pas envie de rentrer dans son intimité. Je pense effectivement, et je peux le deviner, je peux spéculer là-dessus en disant que ça devait être quelqu'un d'un petit peu fragile, qui n'a pas une vie, mais en même temps qui n'a pas une vie non plus malheureuse. Je veux dire, c'est quand même pas donné à tout le monde de chanter devant des millions de gens et d'avoir le talent qu'il avait. Parce que moi, ce que je vais retenir de Stranger in Moscow, c'est quand je suis à 30 cm de lui et que je me prends la vibe de sa voix en direct dans la figure. Et j'en ai les poils qui se dressent et que je suis... Ah ouais, ça, c'est pas de l'artifice. Là, c'est... Là, Ouais. je me suis pris Michael Jackson en... Comment on peut imaginer que cet être aussi timide, introverti, explose sur scène? On a l'impression d'avoir l'ombre et la lumière, en fait. Comment on peut expliquer qu'un gamin comme moi, très timide, très introverti, on est arrivé jusque-là? Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui nous pousse peut-être à... Non, puis lui, c'est... Enfin, dans mon cas, c'est peut-être moins évident, il a fallu que je bosse, mais lui, quand on l'entend parler, quand on l'entend chanter, quand on le voit danser, c'est tellement évident. C'est sa place. C'est pas artificiel ce qu'il est. C'est-à-dire que ça peut générer d'autres discussions comme les playbacks en concert, etc. On s'en fout. On s'en fout. On vient voir quelque chose qui est voilà, d'énorme. Et on suit avec lui, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, cette souffrance qu'il cache derrière les médicaments, qu'il cache derrière une dégénérescence physique. Il ne faut pas oublier qu'il a eu un accident. Effectivement, en 84, pile au milieu de sa vie quasiment. Il est sur le tournage d'une pub pour Pepsi et en fait des déflagrations de fumigène arrivent dans ses cheveux qui le brûlent au 3e degré. Il finit à l'hôpital, des photos mythiques encore qu'on peut voir dans les magazines à cette époque-là. Et Michael va devenir dépendant aux analgésiques à ce moment-là et à différents médicaments qu'il va poursuivre tout au long de sa vie. Ouais. Pourquoi personne dans son entourage ne perçoit l'accoutumance, le déclin? Pourquoi personne ne va l'aider à sortir de cette dépendance? Je n'ai pas de réponse. Pour moi, ça reste encore un mystère qu'il soit parti aussi seul. Pour moi, ça reste encore un mystère qu'il soit parti par un médecin qui lui fait un massage cardiaque sur un lit et qui se barre juste après. Moi, à l'époque, j'étais pas triste, j'étais putain en colère. Parce que tout le monde voyait les choses, et même son propre public. Tout le monde parlait de bilan médical, machin, etc. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Mais je fais le procès de personne, parce que qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je n'allais pas prendre mes petits bagages de graphiste et aller dire, bon, Michael, maintenant tu te secoues. Et... C'est immatériel, on rentre dans un truc et... D'ailleurs, à Londres, En 2009. en 2009, pour ses derniers concerts, on passe, si je ne me trompe, d'une dizaine de concerts programmés à 50 concerts qu'il doit faire. C'est d'ailleurs enregistré dans le film This Is It, où on voit les derniers jours de répétition. Je crois savoir que tous les deux,
vous vous disiez, ça va jamais marcher, il va pas s'en sortir? Moi, à ce moment-là, bon, les premières images, c'est lui à la conférence de presse où je le trouve méconnaissable. À ce moment-là, je me dis, oh là, qu'est-ce qui se passe? Décris-nous Michael Jackson à ce moment-là. Incohérent, pas du tout celui que j'ai rencontré, pas du tout celui avec qui j'ai pu me permettre de publier le Sphinx, pas du tout celui dont j'ai serré la main sur le tournage de Stranger. Un truc un peu lunaire, quoi, un truc... je le reconnaissais pas, très honnêtement, je le reconnaissais. Et ça a été encore pire quand j'ai vu le This Is It. Je l'ai regardé qu'une fois, je le regarderai plus jamais de ma vie, c'est pas lui. Moi, je le reconnais pas à ce moment-là. Je ne sais pas ce qui se passe. Je suis pas dans le secret des dieux et je vais pas polémiquer. Effectivement, je pense qu'il est très mal et que personne n'a rien fait. Voilà, point. Et on lui demande de se produire. Et au contraire, les gens ont faim. Eh oui. Tous. Donc, il faut donner à manger. Les fans qui pleurent, hein, je crois. Pas que les fans, les businessmen, les machins, les trucs, les gens qui veulent paraître autour de lui, les journalistes, et tout ça. Lui, il est seul face à tout ça. Tu vois cette scène aussi, hein, Oui, tout à fait. Je travailles à l'époque. suis dans mon bureau, je travaille à la radio et je vais avoir des mots très durs, mais je suis avec mes collègues qui se reconnaîtront, Bruno Guillon et Camille Combal. Et à ce moment-là, de la conférence de presse, je le vois dans le même état que vient de le décrire Christophe, l'ombre de lui-même, presque une parodie de lui-même à ce moment-là. C'est quelques secondes, hein, ce passage est de quelques secondes, et pour autant je le vois et je me dis, connaissant la perfection qu'il a, connaissant aussi son anxiété qu'il peut avoir à préparer des concerts, perfectionniste, j'ai ces mots qui sont réels et je dis, ces concerts n'auront pas lieu, il sera mort à ce moment-là. Alors voilà, mais c'est une réalité en fait, trop de stress et c'est ce qui s'est passé en fait. J'ai pas eu cette prémonition, mais quand j'ai vu les images des hélicoptères qui survolaient Los Angeles avec son cadavre, j'étais en colère. C'est horrible de se dire que ça n'a pas été effectivement une surprise. 25 juin 2009, à 50 ans, Michael Jackson décède d'une overdose de médicaments. De plein de choses, de négligence, d'usure, de fatigue, Son médecin est accusé. Ça en est bien sorti. Et là, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu l'apprends comment? Je suis devant ma télé, je vois des images d'hélicoptères. Et au début, je réalise pas que c'est lui qui est dans l'hélicoptère. Puis j'ai un pote qui m'appelle sur mon téléphone et qui me dit « T'es au courant ?» Bref, on peut parler d'autre chose? À ce point-là, ouais. C'est quelque chose... Tu perds qui? Tu perds qui, là, à ce moment-là? Ma vie. Ma passion. Et ça n'est pas du tout financier. C'est une... Ça se saurait. T'es en colère, tu dis. Encore aujourd'hui. Ça aurait pu être évité. Largement. Il ne voulait pas mourir. Largement, mais c'est difficile parce que moi, je veux faire le reproche à personne, je peux me le refaire à moi. On a quand même suffisamment profité de lui pour à un moment donné se dire pourquoi on ne s'est pas permis à un moment donné arrête, qu'on n'a pas eu ce courage. Moi, je me souviens, je travaillais encore sur un programme pour This Is It, mais je sentais, j'étais pas motivé, je sentais que ça tout le monde s'en foutait, quoi. Il fallait manger, il fallait donner à manger, il y avait à un moment donné, il y a plus que deux sujets, sa guerre avec Sony et l'argent. Voilà. Il n'y a plus de musique, il n'y a pas eu d'envie. On avait l'impression que même le concert en lui-même était une espèce de truc formaté, qu'on remettait au goût du jour avec des artifices encore plus grossiers, avec des images encore plus énormes. Ça n'avait pas d'âme, pour moi, hein, c'est mon avis personnel, je vais me faire lyncher pour ce truc-là, mais c'est pas grave. Lui voulait disparaître ou pas? J'en sais rien. Ouais. Non, très honnêtement, non, je pense pas qu'on ait subi et construit ça toute sa vie pour disparaître. Ça me paraîtrait assez... comment dire...
Non, c'est déraisonnable. Non, non, mais je pense qu'à un moment donné, oui, beaucoup l'ont lâché, oui. Pourquoi a-t-il dit, peu avant sa mort, cette phrase « Ils vont me tuer ». Il, au pluriel, ça peut être qui? Bonne question, Michael Béranger, avec ses messages alarmants sur l'environnement notamment, avec des messages aussi très forts comme dans They Don't Care About Us, où clairement il dit « ils s'en fichent de nous ». Donc qui pouvait-il déranger? Alors effectivement, il y a eu cette affaire aussi avec la maison de disques, où Michael s'est détaché de sa maison de disques. Il faut savoir qu'un catalogue comme Michael, c'est des millions et des milliards d'argent. Donc oui, ils l'ont tous lâché un par un. Sauf les rats, hein. Ouais, tout le cirque qui était autour a profité de lui jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde. Prétendre qu'on va faire 10 concerts et finalement en faire 50 alors que lui n'est même pas au courant. Enfin, c'est une pression incroyable et il était incapable de tenir ça. Surtout avec le degré de perfection qu'il avait. Alors voilà, on arrive au 25 juin 2009, comme quelque chose, comme l'a dit Christophe, c'est impossible en fait. Ouais. Michael ne peut pas mourir. Et pourtant, Michael a aussi le destin de ces légendes. De ces légendes qui partent à 27 ans, comme Kurt Cobain, comme Amy Winehouse. Elvis. Voilà, Elvis. On ne peut pas les voir vieillir au final. D'ailleurs... Non, mais il y a eu une chape de plomb, de déni. Quand on voit ces gens hurler, je dirais, à sa conférence de presse alors qu'ils ne se ressemblent même plus, c'est ces fans qui sont l'oreille collée au Staples Center en hurlant en vidéo pour YouTube, il est en forme, il est en forme. Ça veut dire que vous avez quand même un doute. Et vous faites rien, à part. Mais il a eu raison. Et ces vidéos-là, d'ailleurs, elles sont toutes disparues. Hein. C'est ça. Ils l'ont tué. Non, mais encore une fois, on peut. L'idée, c'est pas de trouver non plus ni un coupable, ni une raison, ni un machin. L'idée, c'est qu'il y a un moment donné, quand on a eu un météore comme ça, comment on fait pour en survivre, quoi? On n'aura pas deux Michael Jackson comme ça. À ton avis, s'il était encore parmi nous aujourd'hui, que serait-il devenu? C'est marrant parce que ça, c'est un truc que je suis incapable d'imaginer. Je ne le voyais pas vieillir. Ouais. Quelque part, je ne sais pas pour me réconforter de sa disparition, mais très honnêtement... Lui qui avait déjà des chansons, comme tu l'as dit, très sociétales, avec des messages forts, Heal the World, They Don't Care About Us, peut-être aurait-il continué aussi à distiller des messages. Oh, sans doute, mais... Quand on regarde bien son personnage, c'est une espèce de mosaïque de paradoxes. Il y a des trucs très cucu, il y a des trucs très violents, il y a des trucs très dénonciateurs, il y a des trucs très politiquement. C'est une mosaïque. Je crois que l'essentiel, il est dans l'ensemble. Donc il faut le prendre l'ensemble. Est-ce qu'il aurait fait comme sa marraine ? 80 ans. 80 ans. Diana Ross, effectivement, que j'ai eu la chance aussi de voir en concert à Paris l'été dernier. Ouais. C'est vrai que il y a ce paradoxe, les légendes meurent tôt. Ouais. Donc est-ce que Michael aurait pu dépasser tout ça? Est-ce qu'il aurait continué à chanter? Est-ce qu'il aurait continué à se produire sur scène? Je ne suis pas sûr, parce que ce degré de perfection était trop intense en lui. On a du mal à imaginer en effet un Michael aujourd'hui. Il aurait quel âge d'ailleurs? Il aurait 66 ans aujourd'hui. Et quel est l'héritage, à votre avis, qu'il laisse? Pas aussi énorme que je le voudrais. Et ça, c'est le cheminement de chacun. Je pense qu'il est temps d'arrêter les histoires et de remettre la musique en marche. Ah, vas-y, c'est le moment, c'est l'endroit. Écoutez-le. Mais même les enfants qui ne l'ont pas connu aujourd'hui, ils l'écoutent. C'est ça qui est incroyable. Mais bien sûr. C'est l'apanage des grands, ça. Mais bien sûr. Mais c'était un chanteur hors du commun, quoi. Hors du commun. Quelle est ta chanson préférée de lui? La question piège. Bad. Bad. Et toi? J'en ai deux, Keep the Faith et Man in the Mirror. Ah, j'adore Man in the Mirror. Oui, Man in the Mirror, très bon. Ouais. Mais Bad, moi, c'est pour... Voilà. C'est parce que c'est son perfecto, en fait, que tu as... Non, mais j'adore... Oui, il y a forcément de ça. Mais c'est le rythme, c'est le phrasé, c'est le Your bed is mine, c'est les chanter, les dents serrées,
Je surkiffe ça. L'héritage, il va aussi apparaître avec la sortie de ce biopic, puisque c'est son neveu qui va interpréter Michael. C'est important que ce soit dans la même famille, justement. Tant qu'il a du talent et que c'est proche de lui, pourquoi pas, hein. Jafar Jackson, Jafar c'est Jackson. ça Mm. Mhm. Dans tous les cas, le Michael intime est là, celui Merci. de Christophe. Je vous invite à le découvrir. C'est un trésor, ton trésor. Et d'ailleurs, à ce propos, je voudrais que tu puisses, avant les questions sur les mots d'entre vous et moi, nous dire, Franck, ce que Christophe Boulmé t'inspire et pourquoi tu as souhaité justement qu'il soit ici dans le fauteuil d'entre vous et moi. Pour qu'on puisse évoquer la mémoire de Michael, évidemment, à travers celui qui a bercé mon adolescence par son art. Merci. Rendons à César ce qui appartient à César. Là, Michael était un showman. Ce qui nous a marqué, c'est ses chaussettes blanches, c'est le côté visible de ce qu'il nous apportait, le loup-garou, tout ça. le ouh. Ouais. Je fais bien. Tu fais super bien. Tu nous fais le moonwalk après, en oui, c'est ça. Oui, je fais. Et aujourd'hui, dans les années 90, nous avions la chance d'avoir quelqu'un qui a sublimé l'image de Michael, rien que pour nous, les petits Français. Ouais. Et je te remercie infiniment, Christophe, pour cette interview, pour ton C'est humilité. moi qui vous remercie, on n'aurait pas existé si vous n'aviez pas suivi, si vous n'aviez pas vu au-delà. Aujourd'hui, Internet tue un peu tout ça, c'est-à-dire que tout le monde peut s'improviser, photographe, machin, etc., expert, tout ce que tu veux. Donc ça n'existe plus, c'est dommage, parce qu'à une époque, effectivement, on partageait une espèce d'intensité qui a existé aussi grâce à vous, grâce au lecteur, grâce au public, grâce à lui. Grâce à lui. En tout cas, c'était important que tu sois là pour éclairer justement ce Michael intime. Et c'est un bonheur que vous découvriez l'homme de l'ombre d'entre vous et moi, qui est un grand monsieur de la radio et un très grand professionnel. Et moi, je te remercie infiniment pour cette opportunité. Tu viens réparer des pièces du puzzle, toi-même tu sais, et je te remercie infiniment de me rendre présent aujourd'hui avec Christophe et pouvoir parler Michael ainsi. C'est Merci ça de- entre vous et moi. Et moi, je peux vous remercier aussi. C'est ouais. pas fini. Ah, Toi, on n'a pas mince. fini. Justement, vous le savez, les questions. Je pensais que j'étais au Ton chômage. mot préféré, Christophe. Actuellement, c'est Tao. C'est le nom de ton chien. Oui. Le mot que tu détestes. Expert. Expert. Ouais, il y en a beaucoup qui devraient se taire, hein, les experts. Oui, et puis il y en a beaucoup qui... Alors moi, il y a un truc que je déteste dans la vie, c'est les gens qui ne font jamais rien, mais le font toujours mieux que tout le monde. Allez, pour un petit peu te libérer, Ouais. ton gros mot préféré Merde. pour Je tous crois, ces que gens-là. je crois que je l'ai assez dit dans l'interview pour que ça soit confirmé. Ton souvenir préféré avec Michael. Sa poignée de main sur le tournage. Voilà, une poignée de main concrète, douce, et en même temps une main très rugueuse. Qu'est-ce que tu dirais au jeune Christophe avant tout ça? Vas-y mon gars, fonce, réfléchis pas. Voilà, exactement la même chose qu'il a dû se dire à l'époque. Et à celles et ceux qui nous écoutent et qui n'oseraient pas réaliser leurs rêves, tu leur dis quoi? Allez-y, foncez dans le tas, réfléchissez pas. La même chose pour tout le monde. Rien Voilà, n'empêche je la vie. pense que les deux mots qui résument assez bien tout ça, machin, etc., c'est vraiment tourbillon et culot. Voilà, c'est tout. Voilà. Alors vous savez quoi, entre vous et moi, je vous souhaite de tourbillonner, je vous souhaite d'avoir un sacré culot, parce qu'il en faut, et c'est ce qui nous caractérise. Et moi, messieurs, je voudrais vous dire tellement merci et vous embrasser. Merci pour cette très très belle Merci à toi, interview. Dominique. Merci Christophe, merci Franck. Merci Dominique.
Les paroles des chansons de Michael Jackson sont à elles seules des invitations à croire en soi, en vous, en nous. Dans le tube Man in the Mirror, si tu veux faire du monde un endroit meilleur, regarde-toi et ose changer. Dans Keep the Faith, donne-toi une chance, car tu peux gravir la plus haute des montagnes, traverser la mer la plus profonde. Tout ce dont tu as besoin, c'est la volonté d'agir et un peu d'amour-propre. Alors, tous ensemble, gardons la foi. Et merci d'être si nombreux à nous suivre sur Entre vous et moi. Vous pouvez, si vous le souhaitez, soutenir notre chaîne en laissant un don dans le lien en description sous cette vidéo. Merci.